Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat et pour cette nouvelle année. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors traditionnellement, on va présenter nos meilleurs vœux, Jean-Yves, aux téléspectateurs. Évidemment, je vous souhaite d'avoir envie d'agir. Je vous souhaite également beaucoup de douceur et du soleil sur votre clan. J'aime bien cette formule. Jean-Yves, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à nos téléspectateurs en 2026? Du soleil sur leur clan et agir. Agir. Absolument. Alors, et surtout, plus d'immédiats et plus de téléspectateurs et donc plus de pouces en l'air, plus de commentaires juste en dessous. Vous le savez, cela nous aide à booster l'algorithme de YouTube et c'est essentiel donc pour diffuser notre édition et que plus de personnes soient informées correctement et comprennent ce qu'ils lisent et pourquoi est-ce qu'ils le lisent et où ils le lisent. C'est très important. Place au programme de cette semaine. Notre image de la semaine, c'est bien sûr cette intervention de Nagui qui a tenté de clasher Charles Aloncle. Charles Aloncle, vous vous en souvenez, on en parle régulièrement désormais dans Immédiat. C'est le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Et puis, on continuera avec un dossier sur un député d'LFI, encore un qui fait parler de lui. Cette fois-ci, c'est Carlos Bilongo, vous allez voir, qui tient des propos assez étonnants et assez peu relevés, vous verrez, même si ces propos sont plutôt salés. Voilà. On n'oubliera pas nos habituelles pastilles de l'information. Et puis, notre portrait piquant cette semaine sera consacré à Elisabeth Lévy, la rédactrice en chef du magazine Causeur. Si vous êtes prêts, eh bien c'est parti, on va y aller. Nous nous étions quittés au dernier Immédiat sur l'audition de Thomas Legrand. Thomas Legrand, en sortant d'audition avec Charles Aloncle, avait tweeté ceci: « Une commission parlementaire, c'est fait pour comprendre et entendre la voix des auditionnés, pas pour les juger. » Pas de bol, mon cher Thomas, mais c'est quand même un peu le but d'enquêter, de savoir ce qui se passe et de souligner d'enquête. Exactement, et de souligner éventuellement les problèmes qui peuvent survenir dans l'audiovisuel public. Et semble-t-il, il y en a quelques-uns tout de même, puisqu'on a l'impression que ça dérange cette audition dont les questions sont posées par Charles Aloncle de façon assez fine et efficace. Le Monde a titré « Aloncle, le procureur de l'audiovisuel public ». C'est vous dire s'ils sont mécontents donc de cette pression un peu que Charles Aloncle est en train de mettre sur tous les collègues des journalistes. Et puis Le Figaro a titré ceci: « Certains membres du bureau demandent sa fin. Intense pression sur la commission d'enquête de l'audiovisuel public ». C'était donc avant-hier cet article. L'OGIM nous explique carrément que cette commission va reprendre avec de nouvelles règles. Les règles, les voici. Le live tweet qui était effectué par les équipes de Charles Aloncle est désormais interdit et les questions à charge ne sont plus autorisées. Et dans l'article du Monde qui mentionne donc ces 4 nouvelles règles pour tenter de retrouver le calme, on notifie également une demande de discrétion et de sobriété, c'est-à-dire pas de questions à charge, et de la modération, voilà. Alors, c'est absolument orwellien, puisqu'on enquête sur un système d'information, en l'occurrence l'information publique, et on veut interdire l'information sur l'information. C'est absolument incroyable. Ces gens-là sont dépassés et leur seul réflexe, c'est la censure. Évidemment, moi je prédis ce qu'on appelle l'effet Streisand, c'est-à-dire quelque chose qu'on veut cacher, et bien finalement on en parle davantage. Alors peut-être que M. Aloncle ne pourra plus faire de live tweet, mais qui empêchera des milliers de spectateurs qui suivront en direct sur les chaînes parlementaires ou sur d'autres endroits de relancer l'information sur l'ensemble des réseaux. C'est absurde.
Alors, autre fait absurde et étonnant, vous allez voir, c'est bien sûr ce clash dont je vous parlais entre Nagui, l'animateur que l'on voit encore et toujours absolument partout sur le service public, puisqu'il fournit des prestations de jeu aux chaînes publiques depuis des années et des années. Hein. C'est un peu une des momies du PAF, Monsieur Nagui. Et donc, il s'en est pris à Charles Aloncle, parce que Charles Aloncle avait dit que c'était au conditionnel, sans doute l'animateur qui avait récupéré le plus d'argent du service public. De fait, la vraie question, c'est cette question de l'argent public et des fortunes privées. On va développer ça un peu plus en amont. Donc, Monsieur Nagui a écrit un long texte à Charles Aloncle en disant « Je me permets de vous écrire et surtout je me permets cette familiarité parce que j'occupe une place toute particulière dans votre cœur, blablabla. Bla bla. » Et puis, tout à la fin, il lui demande « Mais alors, quel est votre moteur ? Serait-ce une volonté de déclencher l'ire populiste ?» vu le nombre de messages de haine reçus que vos déclarations ont engendrés. Et notamment, il souligne peut-être des problèmes avec ses origines égyptiennes, mais également son végétarisme. Alors là, c'est quand même vraiment fabuleux, Jean-Yves. Hein. C'est-à-dire, on sort le bouclier, on sort le talisman. On ne peut pas m'attaquer. Alors bon, passons les origines égyptiennes. Il est à moitié italo-français d'un côté, égyptien, je crois, par un de ses parents de l'autre, copte par ailleurs. Et puis bon, c'est pas là le problème. Mais on utilise l'argument, mais attention, je suis entre guillemets racisé, donc je suis intouchable. Non, tout le monde est susceptible d'être critiqué. Et ce qu'il y a d'ailleurs, l'affaire Nagui, ça a déjà été soulevé par la commission d'enquête sur d'autres aspects, Mediavan, etc. C'est-à-dire, au fond, on nous dit le service public, c'est formidable, c'est financé par le contribuable, mais derrière, il y a des rapaces privés qui s'enrichissent. Et ça, c'est une des choses qui a fait apparaître la commission d'enquête, indépendamment de la partialité, du manque d'objectivité, du manque de neutralité des journalistes du service public. Il y a aussi, derrière tout ça, finalement, des forces qui s'en mettent plein les poches. Voilà. Et ça, ils n'aiment pas beaucoup que ça soit dénoncé, mais c'est un bon travail qui est fait par cette commission. Oui, alors semblerait-il, la fortune personnelle de Nagui est estimée à 250 millions d'euros et c'est surtout en fait sa société actuellement qui est ciblée par Charles Aloncle puisque a priori elle applique des marges vraiment faramineuses. On parle de 72% de marges commerciales qui ont été négociées avec le service public et parfois il y a 14 tournages par jour avec cette société de production qui donc a permis majoritairement de constituer cette fortune personnelle de Nagui. Il y a une personne qui n'a pas encore été auditionnée par la commission d'enquête parlementaire, Jean-Yves, mais qui aimerait vraiment y parler et y participer, c'est Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, il déclare ceci: « J'ai des choses à dire sur Madame Ernotte ». Donc lui, il réclame d'être auditionné, hein, contrairement à tous les autres qui aimeraient bien avoir cette possibilité de ne pas y aller ou d'y aller totalement à reculons. Patrick Sébastien, Jean-Yves, c'est le mâle blanc de plus de 50 ans qui a été purgé par Madame Ernotte. Ouais. Alors, ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'une partie des membres de la commission d'enquête ne voudrait pas que M. Sébastien soit entendu. C'est quand même assez extraordinaire. On peut l'entendre après. Ne veut pas. Le président ne veut pas, mais le président, il pourra contre-interroger M. Sébastien s'il veut. Voilà. C'est la censure, en fait. Le pouvoir de la gauche, de l'extrême centre, ne peut tenir que par la censure. Et donc, effectivement, il cherche en permanence à fermer le couvercle de la marmite. Ça ne l'empêchera peut-être pas de sauter. Oui, s'il y a des choses que l'on ne veut pas que vous entendiez, c'est bien là qu'il faut creuser. Et donc, on vous invite à rester sur Immédiat pour en savoir plus. Notre dossier cette semaine s'attaque à Carlos Bilongo.
qui est un député donc de la France Insoumise, député du Val d'Oise, et qui a tenu des propos assez étonnants ces derniers temps, notamment en parlant de Rachida Dati. Il a dit il y a d'autres personnes, c'est par promotion canapé ou en couchant avec des hommes qu'elles sont arrivées ministres de la Culture aujourd'hui et qu'elles prétendent à la mairie de Paris. Rachida, elle survit grâce à autre chose, chacun ses moyens. En fait, ce sont ces propos qui ont déclenché toute la suite de la polémique sur Carlos Bilongo, parce que c'était un propos parmi tant d'autres dans une émission, La Librairie africaine. C'était sur la place des racisés en politique, donc des questions assez intéressante. Alors, Carlos Bilongo, il s'est excusé pour ses propos. Oui. Il a fait un tweet. Il a dit « Je regrette les propos sexistes que j'ai employés. Je réitère mes excuses, blablabla. La déconstruction est un processus permanent. » Et surtout, il a dit « Je m'engage à l'exemplarité. » On va écouter d'autres propos juste après, Jean-Yves, pour voir que c'est assez loin d'être le cas de l'exemplarité. Alors, allons-y. On écoute une première vidéo déjà où il parle du racisme dans le Nord. Vous allez voir. Dans quel livre que Napoléon se fait botter les fesses par Toussaint Louverture? Déjà, il est victime de son ignorance, le racisme de base. Ouais. Alors, le pauvre. Pour vous, c'est une affaire d'ignorance ou de bêtise? Non, mais, tu as évoqué la bêtise. On ne lui a pas appris. C'est-à-dire que tu vas en Auvergne, tu prends 10 blancs, tu leur demandes qui est Toussaint Louverture, Jacques de Salines, le bois caïman. Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, il y a eu des ouvrages là-dessus. Sur le statistique par rapport au racisme. Ouais. C'est un territoire où les gens n'ont pas de diplôme. Mais il va te dire, mais de quoi tu me parles? Là où tu as une pauvreté intellectuelle, dans les territoires fracturés par les fermetures d'usines, nord de la France, etc., des racistes sont en avant. Ok, donc ça signifierait, est-ce qu'il faut comprendre par là que l'accès à une certaine connaissance contribuerait à une évolution des mentalités? Forcément. Oui. L'accès à une certaine connaissance, conduit à une certaine réalité, en fait, c'est une connaissance fictive. Toussaint Louverture, il n'a pas botté les fesses de Napoléon, il a fini en prison dans le Doubs. Et Toussaint Louverture n'est pas le héros de l'émancipation des esclaves, il était lui-même esclave affranchi, exploitant des esclaves. Donc il y a eu. Et puis Haïti, c'est le premier État noir à être devenu indépendant, et c'est aujourd'hui, malheureusement pour les Haïtiens, l'État le plus sous-développé du monde. Alors voilà. Mais il y a une connaissance fictive, entre parenthèses, il y a une mythologie qui se développe au sein de milieux dits racisés, qui est une fausse histoire liée à une certaine prétention qui est assez visible dans les propos de ces braves gens. Alors d'ailleurs, cette émission de la librairie africaine a sauté depuis, elle n'est plus disponible, mais il y a tous les extraits qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, et notamment le suivant que je vous propose de regarder, dans lequel Carlos Bilongo nous explique qu'il est beau et intelligent. Ouais, une dame, j'ai croisé au comptoir, elle m'a dit, avant les européennes, « Ah, M. Barbella et tout, j'aime bien, il prétend bien. Il est beau, il est intelligent. » Ouais, tout le monde dit ça, qu'il est... Attends, moi, parce qu'il est beau et parce que... La dame au dépourvu, je dis, madame, moi aussi je suis beau et intelligent. Ouais. Elle a bugué. Donc, du coup, en fait, c'est quoi les standards pour être beau et intelligent? Donc, on revient à l'époque hitlérienne de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Les Noirs et les Arabes vont payer le prix et il y aura du sang. Ce n'est pas fini. Alors, excusez-moi, chers téléspectateurs, je me suis trompée. C'était pas dans l'émission La Librairie africaine ce propos, mais c'est bien quelque chose, un raisonnement assez construit chez ce monsieur, et qu'il récite sur tous les plateaux qu'il le peut. En revanche, là, toujours dans l'émission La Librairie africaine, vous allez voir que Carlos Bilongo nous explique qu'il fait plus d'enfants que les Français. On l'écoute. Je suis déjà député. On a déjà mis un pied à l'intérieur. Ici, ce que nos parents ont enduré, il ne faut pas le laisser comme ça, table rase. On va pas laisser, moi je ne vais pas laisser ces racistes faire leur petite vie avec leurs milliardaires et insulter les gens à la télé. On va leur montrer qu'on est plus nombreux. Ils ont voulu se foutre de nous, ils ont voulu nous insulter. Nous, on est plus intelligents, on est plus endurants. Et si on avait plus de gosses qu'eux, comme M. Sterrin se plaint de ça, tant pis pour eux. Si vous devez faire des gosses, ils ont qu'à s'aimer et faire l'amour et faire des enfants. S'ils n'arrivent pas à en faire, tant pis pour eux. En tout cas, nous, on a réussi à le faire. Nos mamans ont réussi à nous éduquer correctement. Et qu'est-ce que tu penses du grand remplacement? C'est ce que j'allais dire. C'est presque un discours de grand remplacement. Non, là.
C'est presque un discours du grand remplacement. Voilà, C'est c'est pas un- moi qui le dis. Hein, C'est un eux. discours du grand remplacement. C'est un discours du grand remplacement. On a tous les éléments d'ailleurs de langage de l'extrême gauche qu'il a incurgité. On a le point Godwin aussi dans la séquence précédente. Et puis effectivement, on va vous remplacer. Voilà. Mais d'un certain point de vue, c'est un discours assez franc. Je voudrais quand même faire une petite remarque rétrospective et historique. Lors de la première intervention de ce monsieur à la tribune de l'Assemblée nationale, il est intervenu pour défendre des clandestins africains, donc pour défendre l'invasion africaine. Et à propos de ces clandestins africains, il y a un député du Rassemblement national, monsieur de Fournas, qui a dit qu'il retourne ces clandestins en Afrique. Ça fait un scandale absolu parce qu'on a interprété ça comme que monsieur Bilingo retourne en Afrique. Pourquoi pas d'ailleurs. Mais ce qui est la conséquence de cela, c'est que monsieur de Fournas a été condamné par le bureau de l'Assemblée nationale. Il a été interdit d'Assemblée nationale pendant 15 jours et il a été assez peu défendu. À l'époque, sa condamnation dans le bureau de l'Assemblée nationale a été obtenue à l'unanimité. Personne ne s'y est opposé, y compris ses propres amis qui se sont contentés de s'abstenir. Or, monsieur de Fournas avait raison de dénoncer les propos, au fond, d'invasion de ce monsieur Bilingo. Alors que personne ne va dénoncer à l'Assemblée nationale, de façon soumise au vote, j'entends, les propos de monsieur Carlos Bilingo, qui sont autrement plus choquants. J'aime bien cet article de qui n'ont pas été tenus dans les... Oui, c'était pas au sein de l'Assemblée nationale. Oui, enfin, ça pose question tout de même. Et alors, il y a cet article intéressant de France Info qui titre LFI, l'engrenage des dérapages. C'est très beau, mais la suite est très intéressante aussi. La France insoumise a relancé la machine à polémique, et pourtant on parle de propos racialistes, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est l'article de France Info, et d'insultes envers Rachida Dati, ou encore de livres prêts à partir au feu entre Noël et le jour de l'an. Oui, parce qu'on vous a pas mis toutes les citations de monsieur Bilingo, mais c'était assez salé cette émission. Donc voilà, on dit que c'est du grain à moudre pour ceux qui dépeignent LFI comme une secte. C'est assez doux finalement comme traitement par rapport à d'autres articles qu'on a pu voir sur d'autres personnalités. Là, monsieur Carlos Bilingo a une carte d'immunité assez importante. Hein. Ce qui est assez intéressant, c'est que Bilingo, il tient son discours de son point de vue d'Africain, parce que quand ils disent que nos parents ont fait subir, lui, il est d'origine angolaise et congolaise du Zaïre, du Congo ex-Kinshasa. Donc ses parents, s'ils ont souffert, c'est des Portugais avec l'Angola et des Belges avec le Zaïre, ou le Congo, la RDC aujourd'hui. Pays qui ont quand même obtenu leur indépendance il y a 60 ans pour l'un, 65 et 50 ans pour l'autre, et 50 ans pour l'autre. Donc qui ont quand même les possibilités de se développer tout seuls depuis. Ils ont quand même un certain temps pour faire leurs preuves. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que il a été accusé de racisme, monsieur Bilingo, et de mépris social, parce que ce qui a le plus choqué, finalement, c'était vraiment ses propos sur les gens du Nord. On est passé assez vite sur cette séquence assez sexiste qu'il a eue vis-à-vis de madame Rachida Dati. Et donc, c'est Carlos Martins Bilingo qui va porter plainte, lui, contre des médias. Et je trouve que c'est une inversion du réel assez extraordinaire, Jean-Yves. Oui, alors, c'est un classique. Vous êtes attaqué par des gens qui reprennent vos déclarations, parce que c'est le cas. Les gens reprennent ces déclarations et il dit « je vais les attaquer ». Il dit « je vais les attaquer ». Il va probablement pas le faire, et s'il le faisait, il aurait peu de chances de succès. D'ailleurs, le procès en diffamation est le procès le plus difficile, parce que dans l'ensemble, la justice hésite beaucoup à condamner pour diffamation au nom de la liberté d'expression. Quel que soit le diffamé et le diffamateur, c'est toujours plus difficile dans ce type de procès d'être du côté de celui qui attaque en diffamation. Et en l'occurrence, il n'y a pas de diffamation, puisque c'est la reprise de ses propos. Exactement. Voilà. Oui.
qu'il dit être tronqué. Oui. Voilà. Enfin bon, c'est pas une première. On a d'ailleurs été obligé de tronquer parce qu'il y avait trop de bonnes feuilles. On n'a pas pu tout mettre. Voilà. Mais c'est pas du tout pour priver nos spectateurs d'informations. C'est parce que le temps nous manque. Mais le reste était pas mal non plus. Alors bon, de toute façon, il ne fait pas tout à fait exception au sein de la France Insoumise, Carlos Martín Bilongo, parce qu'on a Ali Diouara qui disait « Moi, mon sujet, c'est les gens de chez nous. Quand je dis les gens de chez nous, c'est les Noirs et les Arabes qui ne votent pas. » Donc là, c'est assez clair aussi. Et oui, mais il a assez raison d'ailleurs, puisque la raison de leur succès, c'est la mobilisation, entre guillemets, des leurs, les gens de chez nous. Voilà, comme il dit. C'est peut-être pas tout à fait les mêmes que les gens de chez nous, comme on pourrait le dire. Tout ça, mais et alors on a quand même Madame Obono aussi qui a dit que la fête de l'humanité c'était la fête de la gauche blanche et que ça lui faisait honte. Voilà, parce que ça renvoie une image blanche de la gauche et que des millions de gens voient cela et que ça ne lui convient pas. Rien de très étonnant donc, mais c'était intéressant de vous en parler, chers téléspectateurs. Place maintenant au pastis de l'information. Le procès des cyberharceleurs de Brigitte Macron a eu lieu. Ils ont tous été reconnus coupables, tous été condamnés. Il y a même eu de la prison ferme pour l'un d'entre eux qui n'était pas venu au procès, donc il a écopé de la peine la plus ferme. Brigitte Macron est allée sur TF1 pour parler des pièces jaunes, mais également pour parler de cette affaire la concernant. Je vous propose qu'on l'écoute. Sont en train de jouer avec ma généalogie en prétendant que je suis un homme. Il y a deux versions. Soit je suis né homme, soit je suis née Brigitte, je suis morte en 1960, et c'est mon frère qui est devenu femme. Inutile de vous dire qu'on ne touchera pas à ma généalogie. Voilà, alors Brigitte Macron qui doit montrer l'exemple contre le cyberharcèlement et le harcèlement en général. Donc elle était sur TF1 pour parler entre autres de cette affaire-là. Et le lendemain matin, dans la matinale de TF1, eh bien, il y a Alba Ventura qui a fait la deuxième couche croisée, si je puis dire, de soutien à Brigitte Macron ou peut-être de secours à Brigitte Macron. Elle a dit ceci notamment. Des gens sont allés jusqu'à dire que l'écart d'âge entre Emmanuel et Brigitte Macron était un crime sexuel. Alors, le nom de la rubrique s'appelle « Tolérance zéro contre les cyberharceleurs de Brigitte Macron ». C'est fou quand même de pointer du doigt cet aspect-là de la relation entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron, parce que précisément, article 227-25 du Code pénal, le fait pour un majeur d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Ce sont même des circonstances aggravantes si l'autorité sur la victime passe par un lien professeur-élève. Et il y a effectivement, on en a déjà parlé ici, un jugement. Puisque jusqu'ici, Mme Macron avait engagé une procédure en diffamation. On y revient. Et en diffamation, en appel, elle a perdu, puisque les juges ont estimé que l'affirmation selon laquelle elle avait détourné un mineur de moins de 15 ans était un fait objectif. Voilà, donc c'est un fait. Et Madame Ventura dit absolument une contre-vérité. Alors, comme les Macron ont vu et comme le pouvoir voit que les procès en diffamation, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que malgré tout, les juges dans ces matières-là essayent plutôt de protéger la liberté d'expression. On a créé une loi différente sur le cyberharcèlement qui n'apporte pas les mêmes garanties aux gens attaqués. Voilà. Donc on a donc une première dame qui a mis le président sous emprise et un président qui n'a pas d'enfant. C'est un chouette duo, n'est-ce pas, pour gouverner la France ?
La politique intéresse-t-elle encore les Français? C'est la question que pose Marc Vanguard. Il vient de publier des statistiques assez édifiantes sur un tableau très lisible, comme toujours avec Marc Vanguard, qu'on salue pour son travail. Voici le tableau. En 2007, il revient sur des grands débats qui faisaient jusqu'à 9 millions de vues. En moyenne, on était plutôt autour de 6,5 millions de vues quand il y avait des débats entre invités politiques. En 2012, ça descend. En 2017, ça descend. En 2022, ça descend. Et donc en 2025, en décembre 2025, on atteint très difficilement le million de téléspectateurs dans ce genre de débat. C'est un fait politique, audiovisuel assez intéressant et assez majeur. Alors Marc Vanguard rappelle que oui, les Français regardent moins la télévision de façon générale, effectivement, mais c'est en particulier vrai pour les émissions politiques, puisque les émissions de jeux ont encore un certain succès, les émissions de télé-réalité aussi, enfin tout ce qui est autour de la musique, de Miss France, ça connaît encore un certain succès, tant et si bien qu'on se dit que finalement la stratégie de Nicolas Sarkozy d'aller donner son entretien, son seul et unique entretien sur la chaîne YouTube Légende face à Guillaume Pleyel est plutôt gagnante, puisqu'il a fait 1,5 million de vues sur cette chaîne YouTube. Et le tout, en plus, en étant accueilli de façon très favorable, parce que Guillaume Pleyel a dû négocier quasiment les questions avec lui. Donc il y a un vrai changement de paradigme là actuellement qui est en train de se faire dans les médias. Et qu'on a vu d'ailleurs aux États-Unis avec l'élection de Trump qui s'est fait assez largement par les nouveaux médias et contre les médias de grand chemin, les médias dominants, ouais. Avec peut-être d'ailleurs dans les deux cas l'influence du fils de Trump, Barron, et peut-être l'influence du fils Sarkozy aussi. Oui. Voilà. Et de Kay Trump aussi, qui avait vlogué toute la campagne de Donald Trump sur YouTube. Vloguer, c'est donc faire un vidéo-blog. Hein, voilà, pour ceux qui ne seraient pas familiers du terme. Et là, c'est la petite fille. Là. Et oui, et c'est la petite fille, Kay Trump, tout à fait. Voilà. Ça ne vous aura sans doute pas échappé, il a neigé en France et il fait froid. Et figurez-vous que c'est une information de taille pour les journalistes. Je vous propose d'écouter par exemple des questions de journalistes de BFM TV qui datent du 27 décembre à des passants. Effectivement, il fait -1, ressenti -5. Hein. On grelotte avec Maxime derrière la caméra qui m'accompagne. Et vous le voyez dans ce parc, il y a pas mal de neige sur la pelouse. Et on a trouvé 2 téméraires, Jean-Claude et Jean-Patrick, qui courent malgré le froid. C'est brutal quand même. Hein. C'est brutal, mais le matin, c'est vrai que quand on se lève, c'est un petit peu brutal. C'est brutal, on se croirait presque dans les tontons flingueurs. Oui, absolument. Mais c'est peut-être des gens qui ont la culture tonton flingueur, pourquoi pas. Mais ce qui est vrai, si vous voulez, indépendamment du fait du réchauffement climatique qui existe, là il y a une vague de froid parce que malgré tout il y a des aléas météorologiques, mais ce qu'on oublie de dire, ce qu'on voit là, c'est que le froid, c'est plus dur à vivre que le chaud. Et donc, c'est assez normal que les gens le vivent pas bien, parce que le froid, ça met moins encore plus mal à l'aise que le chaud. Voilà. C'est dur à vivre, surtout quand on n'a pas les moyens de se payer l'électricité, ça c'est une certitude. Alors, avant de passer sur cet aspect économique et énergétique, je voudrais rappeler quand même aux téléspectateurs que il y a quelque temps, la presse prévoyait la fin de l'hiver en titrant, c'était TF1, hein, donc c'est quand même un média assez sérieux. Dérèglement climatique, moins de gel, moins de neige, l'hiver est-il voué à disparaître en France ? Mais on avait aussi la chaîne Météo qui a titré cela. Neige en plaine, un phénomène de plus en plus rare ces dernières années, de plus en plus rare jusqu'à ce que la météo leur fasse dire le contraire. C'est pas tout à fait faux, c'est moins fréquent. Et après, il y a des aléas. La météo, c'est les aléas, c'est les extrêmes. Et donc, là, on a eu un petit aléa. C'est les extrêmes. On a eu un petit aléa de froid, voilà. On a un militant extrémiste qui a été mis en valeur par France 3 Régions. C'est donc Thierry Albert qui, figurez-vous,
par militantisme, s'impose la sobriété énergétique. Il n'allume pas ses radiateurs et donc il porte 8 couches de pull et il fait seulement 10 degrés dans son salon. Alors, il le précise, vraiment, il a une retraite de 2 700 €. Vous serez tout sur ce Thierry Albert qu'il pourrait donc payer aisément ses factures. Bon, pas forcément si aisément que ça, vu comme elles grimpent. Mais c'est vraiment, pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique qu'il se surcouvre de pulls. Voilà. C'est la méthode traditionnelle. Vous savez, j'ai appelé il y a quelques années un ami qui est propriétaire du château de la Chapelle d'Angilon, qui le fait visiter, qui est un très beau château, je le connais, je le recommande. C'est dans le Val-de-Loire. Et je lui dis, comment ça va ? Il me dit, c'est la vie de château. Il fait 6 dans les chambres. Voilà. Et là, effectivement, dans ces cas-là, il faut mettre des couches supplémentaires de vêtements pour ne pas mourir de froid. Puisque vous évoquez les châteaux, Jean-Yves, des articles autrement plus sympathiques ont fleuri sur la toile, et notamment via Le Figaro, qui est revenu sur les belles images des châteaux français qui sont sous la neige. Et je trouve que ce sont des paysages charmants à regarder et qu'on aurait pu peut-être s'intéresser à cela plutôt qu'aux couches de vêtements que porte ce brave monsieur. Place à la pastille suivante. Nous allons parler de Off Investigation, qu'on a déjà évoqué quelques fois dans Immédiat, qui est un média qui fait donc des enquêtes sur notamment les milliardaires, mais également l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, sur les grands médias, sur les grands patrons des grands médias. Et Street Press leur a fait une gigantesque campagne de dénigrement non pas de leurs médias, mais de certains de leurs pigistes, des pigistes pas forcément si réguliers que ça, en disant que c'était des plumes d'extrême droite et que c'était horrible. Alors bon, s'il n'y a rien de bien méchant, il y a certains journalistes, vous vous rendez compte, qui ont déjà pigé chez Causeur, on va en reparler juste après avec le portrait piquant d'Elisabeth Lévy, entre autres, ou alors un journaliste qui officiait chez Minute à l'époque, un journal qui n'était pas interdit, me semble-t-il. Mais ils se sont intéressés à certains pans de la carrière de ces pigistes pour effacer ensuite entièrement tout leur travail, puisque ce n'est pas Off Investigation qui est remis en compte. Toujours est-il que dans un premier temps, c'est assez intéressant. Off Investigation résiste et dit nous soutenons nos pigistes, nous n'étions pas au courant, mais notre média n'est pas remis en cause dans sa ligne, dans les enquêtes qu'il fabrique. D'ailleurs, nous pensons que nous avons un travail complémentaire avec celui de Street Press qui mène de bonnes enquêtes, donc ils font de la lèche. Et puis dans un second temps, on change un peu le braquet d'épaule puisque la première ligne du deuxième communiqué de presse commence de la façon suivante. La rédaction de Off Investigation a découvert avec gravité l'article de Street Press visant notre média. Et donc, voyez-vous, ils rappellent qu'ils réaffirment leur engagement antiraciste contre l'antisémitisme, l'islamophobie et toute forme de discrimination. Et qu'ils ont découvert avec horreur. Et effectivement, alors il y avait a priori un tweet antisémite d'un ancien pigiste qui avait été publié sur son compte personnel et que cela a suscité l'indignation de l'intégralité de la rédaction de Off Investigation. Bref, ils se sont couchés dans un second temps. Oui, alors, c'est assez amusant de voir que par rapport aux campagnes de diabolisation, les gens à droite se couchaient. Et que maintenant, ils résistent plutôt, parce qu'ils ont un peu plus d'entraînement, on va dire. À gauche, on voit apparaître des débuts de résistance. Il y a eu la première étape, on résiste un peu, puis après on se couche. Il y a eu le même exemple avec le responsable d'Actuel Moyen-Âge, qui est un site plus ou moins historique, sur Twitter, qui a défendu Gentillet lorsqu'il était mis en cause parce que c'était une atteinte aux libertés universitaires. Dans un premier temps, il défend, dans un deuxième temps, il plie. Je crois qu'ils vont s'améliorer progressivement et que progressivement, ils échapperont un peu à cela. Alors, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que là, l'attaque vient de Street Press, c'est-à-dire que Street Press a eu un contrat pour démolir
Off Investigation, qui enquêtait peut-être sur des zones trop politiquement correctes pour qu'on continue de les laisser faire. En fait, c'est de la délation subventionnée, Street Press, parce qu'ils ont de l'argent public, notamment du ministère de la Culture. Presque 67 000 euros. Et ils ont aussi de l'argent de George Soros, des fondations de George Soros. Donc, c'est de la délation subventionnée. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce nouveau numéro d'Immédiat. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'être encore là cette année à nos côtés. On vous le rappelle, n'hésitez pas à partager cette émission, à cliquer sur le pouce en l'air. Cela permet de nous rendre plus visibles dans l'algorithme de YouTube qui ne nous est guère favorable en ce moment. Donc votre geste compte, ne le sous-estimez pas. On ne quitte pas nos téléspectateurs sans leur annoncer le portrait piquant qui, cette semaine, est consacré à Elisabeth Lévy, la rédactrice en chef du magazine Causeur. Merci à tous d'avoir été là. Une excellente année, encore une fois, 2026. Et à très vite sur TV Liberté. Qui a déclaré, je cite, « La communion universelle des médias m'emmerde ». Réponse, c'est Elisabeth Lévy dans Valeurs actuelles, le 10 juin 2010. Portrait d'une journaliste hors caste et hors norme. Naissance à Marseille, dans une famille séfarade, puis enfance dans la banlieue parisienne. Études à Sciences Po Paris, début à l'agence France Presse, puis au Nouveau Quotidien de Lausanne. Elle rejoint dans les années 1990 la rédaction de l'Événement du jeudi et participe à la création de Marianne. Licenciée par Jean-François Kahn, elle continue cependant à collaborer partiellement à l'hebdomadaire. Polygraphe et ubiquitaire, ses collaborations sont nombreuses. Sans être exhaustif, citons Jeune Afrique, Globe, dirigé par Bernard-Henri Lévy, Le Débat, Le Point, Le Figaro Magazine. N'oublions pas la radio, sur RTL, avec l'émission On refait le monde, ou Europe 1 avec Laurent Ruquier dans On ne va pas se gêner, puis avec Jean-Marc Morandini. Citons aussi Arrêt sur Image et même un temps France Culture. Elle est invitée régulièrement de Pascal Praud sur CNews. Elle déclare avoir voté François Mitterrand en 1988. Lors du duel Chirac-Le Pen en 2002, elle prônera l'abstention et ne tranchera pas vraiment en 2017 entre Macron et Marine Le Pen. Le véritable tournant dans sa carrière intervient en 2007 où elle cofonde Causeur avec le franco-israélien Gilles Mihaeli. De l'eau a passé sous les ponts depuis sa période Mitterrand. Et Causeur détonne dans le conformisme médiatique. Fin 2019, le film Les Misérables triomphe. C'est une radiographie d'une cité sensible, comprenez cité de l'immigration, rongée par les violences policières. Elisabeth Lévy exhume le passé criminel de son réalisateur Ladj Ly. Ce dernier, 10 ans plus tôt, a pris part à une expédition d'intimidation à l'instigation d'un ami. La plainte de Ladj Ly pour diffamation raciale n'aboutira pas. En septembre 2021, Causeur fait sa une avec une photo. Une photo de 5 bébés noirs ou métissés avec la légende « Souriez, vous êtes grand remplacé ». Tollé dans le landerneau politique et médiatique. Condamnation de Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, de l'ineffable Sandrine Rousseau, de la ministre de l'Égalité Elisabeth Moreno, de la DILCRA et autres MRAP. Sur le plateau de Cyril Hanouna, elle tient bon devant ses contradicteurs et parle, je cite, de substitution démographique et je cite toujours, de l'émergence d'un deuxième peuple dans la société française. Terminons par une citation dans Causeur le 21 janvier 2020. Je cite, « Quand Causeur publie des informations avérées sur Ladj Ly, c'est le silence radio. Quand une ex-starlette accuse, sans la moindre preuve, Roman Polanski de l'avoir violée il y a 40 ans, la presse en fait des caisses. Des directeurs de cinéma déprogramment son film et les fact-checkers sont aux champignons. Contrairement à Ladj Ly, Polanski n'a jamais été condamné. Mais il est blanc, vieux, juif et on suppose riche. Il faut croire que certains coupables sont plus présentables que d'autres. » Fin de citation. En effet, certains coupables sont plus présentables que d'autres. Devinez lesquels.